Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du OM, du Talking OM Geneva, donc la troisième édition que l'on fait. On est très heureux de vous accueillir à nouveau. Ce soir, on va parler à nouveau de notre équipe, débriefer le match Brest-OM bien sûr. Et pour cela, on va retrouver une équipe que vous commencez à connaître, une équipe qui sera 100% genevoise d'ailleurs ce soir, donc avec nos deux chroniqueurs. Raph, salut Raph, comment tu vas? Salut Rafi, écoute, ça va bien. Prêt pour débriefer ce match compliqué de la semaine dernière, mais aussi intéressant à analyser. Super. Salut Richard, notre Marseillais local de Genève. Comment tu vas? Ça va très bien, surtout qu'on a gagné. Et on est très heureux parce que le premier match, c'est toujours piège. Et quand on arrive à le gagner, c'est souvent bon signe, même si ça a été pas facile et si on n'a pas toujours eu le jeu qu'il fallait. C'est vrai que c'est très important de gagner le premier match pour bien lancer sa saison, c'est souvent ce qu'on dit. Et ce soir, on accueille Christopher, qui est membre de l'OM Nation Genève, donc qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être là. Salut Christopher, bienvenue. Merci, salut, merci de votre invitation. Je suis chaud bouillant en tout cas là, ce soir, donc je me réjouis des minutes qu'on va passer ensemble. Avec plaisir, on a hâte d'écouter tes analyses et tes impressions en tout cas. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, on va parler, comme je vous ai dit tout à l'heure, du match Brest-OM dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on parlera du mercato. Et dans une dernière partie, on parlera des questions de nos membres. Donc, le match, on va parler d'abord de la prestation collective de l'équipe, avant de parler un peu des prestations individuelles. Donc, Raph, je pense que tu vas nous parler un peu de la prestation collective de l'équipe. Oui, alors ça marche. Donc c'est un rituel qu'on va s'imposer. On va commencer par la compo de l'OM qu'il y a eu. Donc voilà, une compo où c'était un 11 assez qui risque d'être typique pendant cette saison. Donc Mandanda au goal. En défense, une défense à 4, Sakai, Amavi, Tchaleta-Tsar, Balerdi, en l'absence d'Alvaro González. Camara, Strootman, Sanson au milieu. Donc là, qui était plutôt un milieu avec deux sentinelles et un milieu un peu plus haut. Et en attaque, le trio Radonjic, Thauvin, Benedetto, dont on attendait beaucoup, et Radonjic qui a un peu déçu, qui a été remplacé par Ake. Thauvin qui a fait un super match, un but, deux passes décisives sur coup franc. Sanson aussi a fait une passe décisive et Tchaleta-Tsar, deux buts. Et en regardant les stats, Brest a largement dominé ce match, la possession et aussi au niveau des tirs, 19 tirs à 7 contre l'OM. On savait que c'était un match piège, l'OM s'en est bien sorti. Et sur ce point-là, on a remarqué quelque chose qui est l'efficacité. 7 tirs pour l'OM, 4 cadrés, 3 buts. Donc ce qui est quand même assez bien. Et quand on compare au premier match de la saison l'année dernière, OM-Reims, l'OM avait eu 10 frappes, seulement 2 cadrés et aucun but marqué. Donc cette année, pour ce premier match, c'est l'efficacité qui a été présente. Et on a voulu comparer aussi un peu la composition qu'il y avait eu par rapport à l'année dernière. Donc une défense, voilà. Donc au gardien, toujours Mandanda, toujours là et bien parti pour rester encore quelques années. En défense, Amavi, Camara, Tchaleta-Tsar, Sakai. Au milieu, Sanson, Gustavo, Strootman. Et en attaque, Radonjic, Germain, Payet. Avec Radonjic qui lui aussi était dans ce 11 et qui avait aussi déçu pour un premier match. Très bien, très bien. Donc pour toi, ça t'a rassuré? C'est un début de premier match qui est plutôt rassurant? Écoute, ce match avait tout l'air du match traquenard, comme on dit, comme un peu les matchs de Coupe de France, les 32e de finale, où dans un stade pas très rempli, enfin très petit, voilà, où on sait que l'équipe va attendre en face et va jouer son va-tout. Donc match très compliqué, mais voilà, assez solide et assez satisfait de la prestation de certains joueurs, dont on parlera après quand on fera le focus sur nos trois joueurs. D'accord. On sait que Richard, la victoire t'a donné le sourire. Est-ce que il y a la satisfaction aussi de la manière ou Ah non, par contre, on est content de la victoire. On reste sur les qualificatifs de l'an dernier, c'est-à-dire un mental de guerrier qui permet de tenir bon jusqu'au bout pour arriver à la victoire.
Néanmoins, dans le jeu, ça n'a pas été fluide et on a manqué de possession de balle. Ils ont eu trop souvent la balle par rapport à nous. On ne l'a pas récupéré assez souvent. Et donc, bon, ben, effectivement, on aurait pu faire un meilleur premier match. C'est pour ça que c'est d'autant plus appréciable d'avoir eu la victoire à la fin. Voilà. Après, on peut parler des tops et des flops. Je pense qu'on a prévu une rubrique sur les joueurs. Voilà. Donc, bon, voilà. Après, il y a les satisfactions et les déceptions. Maintenant, on est sur un premier match. On ne va pas faire la fine bouche. On est heureux de la victoire. On est content. Et voilà, quoi. On attend le deuxième match avec impatience. On va relativiser. On sait que tout n'a pas été parfait. Derrière, il y a eu des erreurs. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a eu des matchs amicaux qui ont été annulés à cause du Covid. Donc, on a une préparation qui est un peu tronquée. On avait des absents. Comme tu dis, tout n'est pas parfait, mais la victoire est là. Donc, je pense qu'on va retenir ça. On commence avec les 3 points et c'est très bien déjà. Non, c'est tout à fait ça. Chaque année, on a un premier match qui peut s'avérer poussif, voire des défaites, parce que bon, on n'est pas encore au point physiquement. La mécanique n'a pas encore pris entre les joueurs. La tactique n'est pas encore tout à fait finalisée par l'entraîneur. Bon, bref, on est content donc d'avoir eu une victoire. très bien. Alors, dans cette victoire, on a des joueurs qui se sont mis en valeur. Donc, on a quand même ciblé 3 joueurs, Raph, qui se sont mis en valeur et dont on voulait parler ce soir. Oui, alors le premier dont on va parler, c'est une des recrues, donc Balerdi. Et on se pose la question, est-ce que pour vous, c'était des débuts remarqués ou pas? Parce qu'il a fait une très bonne première mi-temps, à mon avis. Une deuxième où ça a été un peu plus compliqué. Mais on voit qu'il y a quand même un gros potentiel avec Tchaleta Tsar pour une défense sur laquelle on peut miser. Donc, je ne sais pas quel est votre avis. Christopher, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette potentielle charnière Tchaleta Tsar Balerdi et des débuts de Balerdi en match officiel? Alors tout d'abord, ce que je tiens à dire, c'est que ça ressemble vraiment à une défense type AVB, quoi. On voit vraiment que c'est la défense qu'AVB aimerait asseoir, en fait, en tout cas au moins déjà cette saison et voir les prochaines s'il sera amené à poursuivre l'aventure marseillaise, parce que c'est des joueurs qui vont toujours vers l'avant. Je sais pas, je vous conseille d'ailleurs de revoir sur YouTube la vidéo de l'homme de l'ombre qui a fait justement un gros focus justement sur Balerdi et son jeu. Alors, je le trouve peut-être un petit peu trop critique sur certains points, mais par contre, c'est très intéressant parce que ça permet de voir en fait les éléments qui ont plutôt réussi, les éléments qui ont été plus difficiles. Dans les éléments difficiles, effectivement, où c'était un peu compliqué pour lui, ça a été surtout des erreurs de placement. On voit qu'il a beaucoup de travail à faire et des problèmes aussi, j'ai envie de dire, d'athlétisation. On voit qu'il lui manque en fait encore un physique assez costaud surtout avec des défenses de Ligue 1 qui sont quand même assez rudes. On voit en fait qu'il lui manque un petit peu de bouteille, on voit qu'il lui manque un petit peu de renforcement. Il est jeune. Hein. Et voilà, il est super jeune. Et du coup, voilà, c'est là en fait où j'en viens à moi, mon optimisme BA par rapport à ce joueur. C'est à un moment donné, qu'est-ce qu'il faut avoir quand on est un bon joueur de foot au départ? Ce qu'il faut avoir, c'est du ballon. Et là, il en a indéniablement. Il faut avoir un sens tactique. Niveau sens technique, c'est impressionnant. C'est-à-dire que les relances déjà qu'il a commencé à tenter à 2-3 reprises, c'était justement du type de l'ordre de Tchaleta Tsar. C'était vraiment assez impressionnant. On voit qu'il a une intelligence de jeu, on voit qu'il a une certaine classe, une certaine prestance aussi. Donc c'est vrai que moi j'étais assez impressionné, en tout cas pour je trouve que c'était vraiment une bonne entrée. Voilà, il y a besoin de travailler plein de petites choses. Ça va venir avec le temps, mais moi je suis très enthousiaste et à mon avis, il vaudra à la fin de la saison les 14 millions qui coûtent s'il continue sur cette lancée-là, parce que se dire que c'est que son premier match, j'ai trouvé plein d'espoir en tout cas. Je vais juste te poser une question, Christopher, par rapport à ce que tu as dit. Excuse-moi, Raph. Pour toi, tu disais que c'était une défense type AVB, donc ça veut dire que pour toi, Balerdi sera plus titulaire qu'Alvaro? Justement, c'était la grande question que je me posais suite à ce match, c'est de me dire, oulala, admettons qu'il commence vraiment à comprendre son poste, à s'améliorer sur tous les petits points clés. Il ne faut pas oublier qu'on se prend quand même le dernier but à cause de lui quand même. Hein. Donc s'il commence à arriver à trouver des solutions sur tous ces petits défauts, il va correspondre en fait à un profil qu'AVB aime beaucoup, c'est la relance, sauter les lignes.
Pourquoi Khaled Tachar est aussi extraordinaire, c'est que des fois, on n'a limite plus besoin de notre milieu de terrain. Et ça permet aussi de faire souffler aussi des fois notre milieu de terrain parce qu'il peut relancer très haut et directement vers les offensifs. Et ça, c'est quelque chose de très précieux quand vous avez une qualité technique derrière pour une relance qui se fait rapidement. Surtout que l'OM, au bout du compte, c'est beaucoup une équipe de contre. On joue, en fait, finalement, les matchs où l'OM avec AVB, où on a vraiment la possession de la balle, c'est assez rare. D'ailleurs, on n'est pas très bon, généralement, quand on a ce genre de situation. Là, on est les meilleurs, c'est vraiment quand on est vraiment extrêmement agressif sur le ballon, on est très fort en récupération et qu'on se projette très vite vers l'avant. Et ces joueurs-là sont faits pour ça. Du coup, tu vois bien cette charnière voilà, de joueurs assez jeunes quand même. Perdurer à l'OM, si voilà, avec le mercato, tout ça, mais c'est une charnière qu'on aimerait bien avoir et qui s'installe dans la durabilité. Et moi, qui me fait un peu penser aussi un peu à une charnière Varane-Ramos. Ouais, c'est ça, avec une grande patte technique aux deux. Et effectivement, moi, je te rejoins complètement. C'est vraiment de cet ordre-là au niveau qualité technique. Par contre, c'est vrai que dans les deux cas, mais aussi pour d'ailleurs Khaled Tachar, il faut qu'ils aient un peu plus de bouteilles. Je pense que c'est une saison en Ligue des Champions leur fera du bien, quoi. Alors justement, là, tu es en train de faire une passe décisive à Raph. Le deuxième joueur qu'on voulait parler, Ouais. c'était J'aurais Khaled juste Tachar. aimé, attends, je veux juste avoir l'avis de Richard sur Balerdi, sur ce qu'il en Ouais. pense. Ça rejoint un peu ce que vous disiez, mais bon, moi je suis partagé sur Balerdi. Sur sa première mi-temps, je suis totalement épaté. Sur la deuxième mi-temps, je reviens à mes angoisses sur lui du début de saison, où il n'avait pas joué toute l'année et que ça démontrait avec Dortmund qu'il avait un niveau qui n'était pas suffisant. Maintenant, la première mi-temps est très encourageante et comme l'a dit notre copain tout à l'heure, c'est que s'il progresse comme ça et qu'il arrive à faire deux mi-temps comme la première mi-temps, il y a Alvaro qui a beaucoup de soucis à se faire, mais aussi il est jeune et ça va nous amener quelque chose de très bien, notamment ça peut nous amener quelque chose en Ligue des Champions, parce que entre lui, Kaletatsar et devant eux, Gay et Camara, parce que moi je vois un Gay travailler avec un Camara dans l'entrejeu et non pas un Strootman, et je vous dirai après pourquoi, ça risque de faire mal. Moi, Balerdi, sur la première mi-temps, c'est un garçon qui est en devenir. Et voilà, il faut qu'il se muscle lui-même, qu'il muscle son jeu et qu'il garde cette technique, mais surtout qu'il arrive à faire jusqu'à la fin du match ce qu'il a fait en première mi-temps. Alors, je pense qu'il était un petit peu émoussé et fatigué parce qu'encore une fois, on est sur le premier match. Donc, il y a des motifs d'espoir. Il y a des motifs d'espoir sur lui. D'ailleurs, si vous êtes d'accord, j'aimerais juste revenir sur un point, sur le Covid, parce qu'on y est passé très vite tout à l'heure sur le contexte du match. Et moi, j'aimerais vraiment redire qu'il y avait quand même 7 joueurs qui ont chopé la maladie. Bien sûr. Ouais, c'était incroyable de voir, par exemple, Rongier, alors que d'habitude, il court inlassablement. On voit qu'il était complètement cuit. Enfin, vraiment, l'état physique des joueurs sur ce match était vraiment lamentable. Il y a la chaleur aussi. Hein. Il faisait quand même assez chaud à Marseille. J'y étais le jour du match. Oui, mais le match était à Brest. Le match était à Brest. C'est ça, ouais. D'accord. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bon, mais il faisait quand même, il y avait quand même une température qui était quand même élevée, même dans le nord, même en Bretagne. Oui. Donc, ça n'a pas dû être facile. Et je pense qu'il n'y a pas que le Covid, parce que c'est des sportifs de haut niveau. Parfois, le Covid n'a aucune incidence physiquement quand c'est asymptomatique. Voilà, non, je pense que Christopher disait ça dans le sens où ils n'ont pas pu s'entraîner correctement. Ça, oui. Donc, déjà qu'ils sont en début de saison, qu'on n'est pas forcément à 100% physiquement, si en plus ils n'ont pas pu s'entraîner les 14 jours avant le match, c'est vrai que ça peut être compliqué. Bon, ça se sentait, franchement, ça se sentait. Chez certains joueurs, ils étaient mécontents. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut dire que cette victoire est quand même. Et quand même bonne à prendre parce que, voilà, comme on disait tout à l'heure, tout n'a pas été parfait, mais on a joué avec des joueurs qui n'étaient pas à 100%. Donc, on va pas se plaindre. Après, il y a aussi, sur ce que disait Christopher voilà, sur le Covid, c'est aussi, ça permet, quand on est plus fatigué et qu'on gagne un match, ça permet aussi, je pense, pour AVB de mieux analyser le match sur comment les joueurs ont réfléchi. Parce que quand on est au top, on peut courir. Rongier et Sanson, ils peuvent courir des kilomètres et des kilomètres.
Alors que là, ils vont plus être dans la réflexion à mieux se placer, à pas forcément compenser les efforts, mais au lieu de faire 2-3 courses à un top en faisant des sprints, ils vont peut-être mieux se passer pour intercepter la passe. C'est là où je pense que AVB il peut aussi s'inspirer de ce match pour voir comment les joueurs réfléchissent sur le terrain. Oui, c'est Du peut-être coup, pour ça d'ailleurs que ce n'était pas un match fait pour Radionic. voilà, c'est pour ça. On va revenir à Radonic plus tard. Allez, parce ça que taille. Alors, on va du en coup, on parler. va passer maintenant au deuxième joueur, Chalet Tatsar. Donc, quand il a été recruté il y a maintenant 3 saisons, on se souvient du premier match où il est en charnière avec Adil Rami, où il prend un rouge, voilà. Et là, on se dit tous, ah tiens, encore un échec à Marseille. Et là, moi, je trouve qu'il monte en puissance. Et est-ce que pour vous, c'est l'année de la confirmation pour Chalet Tatsar, en plus avec la Champions League? Richard, quel est ton avis sur notre géant croate? Bah, tout d'abord, c'est un défenseur qui est quand même international avec la Croatie. Donc, Champion du monde. voilà, son sélectionneur ne le prend pas par hasard à chaque fois. C'est qu'il avait déjà des conditions pour être un bon arrière central. Ceci dit, voilà, à Marseille, il y a toujours un temps d'adaptation. Et il y a certains joueurs qui mettent un an et demi avant d'y arriver. Et ça a été le cas de Papin et de plein d'autres. Donc, il a fallu ce temps d'adaptation. Mais aujourd'hui, moi, j'ai plus peur qu'on nous le pique qu'une équipe anglaise l'achète dans les jours qui viennent, parce que c'est un monstre. C'est un monstre et on a besoin de lui derrière. Je ne peux pas dire plus. Aujourd'hui, Khaled Tassar, pour moi, il fait partie de ceux que je n'ai pas envie de transférer. C'est une certitude. En tout cas, si on faisait un choix, par exemple, on me disait entre Sanson et lui à transférer, je préfère transférer Sanson. Après, chacun son avis. Hein. Voilà. C'est notre meilleur défenseur, hein, de toute évidence. Oui. C'est notre meilleur défenseur. Et comme vous dites à juste titre, c'est devenu un monstre. Physiquement, il est devenu impressionnant. Vous avez vu la masse que c'est par rapport quand on l'a recruté. Je peux me souvenir. Regardez, amusez-vous sur Google. Regardez quand on l'a recruté aujourd'hui. Enfin, c'est impressionnant la masse physique qu'il a. Enfin, il arrive à maturité, hein, tout simplement. Et vraiment, déjà, en niveau qualité de relance, il avait toujours eu en fait déjà cette qualité. Et maintenant, il devient en plus un vrai bon défenseur. Donc, très honnêtement, parfois, je me demande si, justement, on parlait un peu des ventes. J'espère que les décideurs marseillais ne céderont pas trop vite à certaines sirènes, même si on a besoin de fric. Parce que s'il fait une année comme celle-là, comme il est parti pour faire, en plus avec des champions, à mon avis, son prix va doubler. C'est-à-dire que là, je pense qu'on arrive à le vendre là aujourd'hui entre 40 et 50 millions. Si vraiment il fait une saison comme il pourrait faire et qu'en Ligue des Champions, se fait vraiment remarquer, ça fait partie de ces rares défenseurs qui se vendent à 70, 80 millions. Quoi. C'est une réalité. Quoi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 2 ans, quand il était dans les matchs où il était titulaire, on disait oh là là, il est lent, il nous ralentit, il se fait promener par les attaquants. Oui, oui. Et là, maintenant, aujourd'hui, s'il n'y a pas un attaquant qui passe, quoi. Donc, la tétisation, hein. Voyez sa marge de progression. Alors, peut-être que AVB y est pour quelque chose parce qu'il lui a donné confiance. Mais en tout cas, bon, voilà, moi, je savais que c'était un garçon qui n'était pas international par hasard et qui, à un moment donné, pouvait nous apporter quelque chose. J'espère qu'on ne le perdra pas, c'est tout. Alors après, justement, par rapport à ce point-là, j'aimerais rebondir parce que moi, ce que j'aime beaucoup observer, toujours pour un peu garder un œil sur ce qui se passe par rapport à la vie individuelle des joueurs, c'est regarder un peu leur compte Instagram et regarder leur story. C'est très révélateur. Hein. Je vous conseille vraiment d'ajouter tous les comptes Instagram. Si vous êtes fan de l'AM, vous apprenez plein de choses en fait indirectement. Et si, par exemple, on va revenir un peu à Radionic très rapidement. Hein. Je sais qu'après, il y a tout un sujet sur lui. Mais très rapidement, sur un Radionic, en fait, il y a même des vidéos où il se fout un peu de sa gueule, où en fait, on voit qu'il fait très, très peu de foncier. Il essaie de faire très, très peu, en fait, de la masse, quoi, en fait, hein, j'ai envie de dire. Vous regardez, il y a plein de vidéos où on voit à tout le contraire de notre DCC en train de vraiment de porter de la fonte, de tirer, de pousser tout ce que vous voulez. Oui, il travaille. Et rien, ça se sent dans ses prestations, quoi. Il travaille. Contrairement à Radonjic, il travaille. Exactement. Ça se sent et ça se voit. Voilà. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Christophe, aussi, s'il se met
à faire une excellente année où aucun défenseur ne passe, enfin attaquant ne passe, mais aussi où il continue de marquer comme il marque, ça va devenir notre Ramos. Et oui, et aussi, on a tous remarqué dès le début ses qualités de passe, enfin de transversal, de faire des transversales comme un gardien, en fait, de faire des dégagements comme un gardien, mais précis. Ça arrive sur le joueur, pile sur le joueur ou dans la course. Et c'est là où il est excellent et où il permet aussi des fois de casser les blocs, tout ça. Donc c'est là où aussi il va monter en puissance, je pense, dans ce domaine-là. Toi, Rafi, qu'est-ce que tu en penses sur Tchalet Tatsar, de Bah, cette future année qui va se passer pour lui? j'ai envie de te dire que cette année, il faut que ce soit la bonne, parce qu'il n'y a pas trop le choix. Il a commencé, on a quand même fait un investissement sur lui à l'époque, il y a 3 ans, une vingtaine de millions d'euros. Donc pour nos finances, c'est pas rien. Les 6 premiers mois, il n'a pas trop joué. Voilà, il n'a pas trop joué. Il a commencé à jouer à partir un petit peu de janvier-février. Et c'était une année, bon, il n'a pas joué les 6 premiers mois et les 6 mois d'après, il y avait des espoirs. L'année dernière, il a été titulaire. Cette année, c'est sa 3e saison. Bah, pour moi, ça doit être la saison vraiment de confirmation où ça doit être, il commence un peu à être un des anciens de l'équipe, un des anciens de la défense. Il doit être le patron derrière. Il doit être le patron derrière, pour moi, c'est inévitable. Et comme vous l'avez dit, c'est un joueur qui a quand même un CV. Il ne faut pas oublier qu'il est vice-champion du monde. Moi, j'ai beaucoup d'espoir qu'il fasse une très grande saison. Il a marqué, il commence à marquer. Il a marqué en plus en match de préparation. Donc pour un défenseur, c'est super. Son physique s'est amélioré. Comme tu disais, Christopher, il a pris de la masse. Donc je pense que c'est bien. On lui reprochait beaucoup sa lenteur, mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'attaquants qui ne passent pas. Donc peut-être qu'il a réussi à compenser sa lenteur par sa puissance. Donc Son positionnement aussi. Et son positionnement aussi. Ses relances sont bonnes. Et puis, comme disait Richard, moi, si je devais choisir un joueur avant, donc je pense que ce ne serait pas lui. Voilà, je ne prendrais pas lui parce que j'ai envie de le voir encore plusieurs saisons sous le maillot olympien. Et j'ai beaucoup d'espoir pour cette année, en tout cas. Si quelqu'un veut nous acheter, Germain, 60 millions, je ne suis pas contre. Et puis, pour en revenir à Tchalet Tatsar, je pense qu'il a un effet un peu sur toute l'équipe. Parce que quand vous avez un défenseur qui est aussi maintenant est devenu très serein, avant il dégageait un peu vite fait en touche, là il dégage vraiment de la sérénité, les relances c'est toujours calculé. Je pense que ça rassure l'équipe en se disant bon écoute, on peut prendre un risque, il y a quelqu'un derrière. Et ça rassure aussi, je pense, derrière pour Mandanda de savoir, je pense qu'il sent encore plus en confiance quand il se dit, bah voilà, Tchalet Tatsar, il empêche toutes les actions d'arriver. Il faut quand même que je sois au top pour empêcher celles qui arrivent. Donc, est-ce que vous pensez que Tchalet Tatsar tire un peu toute l'équipe vers le haut aussi, indirectement, mais qu'il les tire quand même vers le haut? Bien sûr. Puis de toute façon, quand la défense est bonne, ça donne de la sérénité à tout le reste de l'équipe et ça leur donne confiance pour attaquer. Et c'est clair que tu mets n'importe quelle équipe du monde, avoir des défenseurs rassurants derrière soi, ça ne peut être que prolifique pour l'équipe. Voilà, la base d'une équipe, c'est la défense. Voilà. La base d'une équipe, c'est la défense. Regarde l'équipe de France, championne du monde 98. Je pense que sa plus grande force, c'était sa défense. C'était sa défense avant son attaque. Je pense que non, mais il ne faut pas oublier quelque chose aussi. Il ne faut pas oublier quelque chose de très important. Parce que tous les défenseurs ne l'ont pas. Il est très précis, Tchalet Tatsar, et il est capable de te faire des transversales depuis sa défense jusque de l'autre côté sur l'aile pour un Radonjic ou un Payet ou un Thauvin, mais d'un coup aux abords des cages adverses et ça peut faire but. Et c'est qu'en plus, il va te mettre le ballon sur le pied du joueur. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'il est à 50 mètres. Donc ça, c'est très important. Un défenseur qui arrive à faire ce type de relance et ce type de transversal, ça, c'est pas tous les jours qu'on en a aussi. C'est pour ça que ça lui donne une qualité supérieure. Moi, j'aimerais aussi faire un point, en fait, si on résume les deux, parce que si on parle et de Tchalet Tatsar et de Balerdi ensemble, ce qui était une excellente nouvelle pour nous, c'est que ça a surtout permis de remonter Camara. Ce qui avant n'arrivait pas parce que dès qu'il y en avait un qu'il fallait sortir parce qu'on était blessé ou fatigué, etc., Camara se retrouvait à redescendre.
Et l'annonce, en fait, à la fois de Khaled Tachar, qui maintenant prend ses aises, et on peut dire clairement qu'on commence vraiment à avoir confiance en lui, quoi. Et Balerdi, qui mine de rien, on se dit, putain, ce mec, il a du ballon, on va quand même réussir à en tirer quelque chose. Ça veut dire que Camara est définitivement installé au milieu. Oui. Et pour moi, c'est une nouvelle extraordinaire. Surtout que Camara, moi, c'est mon avis, hein, n'y voyez pas quelque chose de trop direct. Pour moi, c'est une catastrophe, Camara, en défense centrale. Oui, il a fait nombre d'erreurs. C'est pas sa place du tout. Sa place, c'est vraiment demi-défensif. Et si tu le fais descendre derrière, ben, ça peut créer un trou parce qu'il y a plein de fois où il est absent. Donc, voilà. Donc, le fait d'avoir Balerdi, Alvaro et Khaled Tachar, ça rééquilibre les choses. Bah notre cher Rudy Garcia, tu as à se dire que Camara était un numéro 6. C'était le premier à le dire. Et il se tue à le dire. Et je pense que, pour revenir à ce que tu disais, Christopher, Balerdi, pour moi, a été recruté pour que Camara s'installe définitivement en numéro 6. Pour qu'on ait Alvaro, Balerdi et Khaled Tachar, qu'on ait les trois. Et que vraiment, si on a deux qui ne sont pas là, ils redescendent. Mais ils ont vraiment recruté un défenseur central pour que Camara reste numéro 6. D'autant plus que Camara est vraiment en plus en train de s'améliorer dans la frappe. Donc, si en plus on a un vrai milieu défensif qui fait des belles frappes et tout, quand le ballon revient comme ça, on va vraiment avoir une super équipe à ce niveau-là. Le quadruplé, de toute manière, Balerdi, Khaled Tachar, Gueye et Camara, moi, ne me déplaît pas. Ces quatre zozos ensemble, là, je crois que ça peut être intéressant. À terme. Ok. Donc, on va parler d'une troisième satisfaction, Raph. Oui, alors c'est bien sûr, on ne pouvait pas ne pas en parler, Florian Thauvin, auteur de un but, la spéciale Thauvin. Je démarre sur le côté droit, je repique dans l'axe pied gauche. Elle est un peu déviée, certes, mais bon, on prend quand même un but comme ça. Et 2 passes décisives sur coup franc. Donc, on voulait se poser la question, Thauvin, est-ce le retour de grâce? Et aussi, est-ce qu'il peut être l'autre joker de AVB comme Payet l'a été l'année dernière? Est-ce qu'on pourrait avoir 2 jokers cette année, 2 jokers créatifs et du coup monter en puissance? Christopher, qu'est-ce que tu en penses du retour de Thauvin? J'en pense que du bon. Déjà, il y a quelque chose d'un peu tout bête, hein, mais il se sent de mieux en mieux à Marseille. Il y a beaucoup de gens qui parlent, oui, il va peut-être partir, mais moi, j'y crois pas une seule seconde qu'il va partir de toute façon cette année. En plus, il vient en fait d'avoir un nouveau bébé. Et on sent qu'il est. Ça, c'est un truc. Souvent, les gens ne pensent pas trop parler. La vie familiale des joueurs. Et lui, on sent en fait qu'il est épanoui. Et c'est étrange parce que quand même, il a quand même raté un certain nombre de mois. Et moi, je le trouve heureux en fait, ce mec, quoi. Même si on va toujours dire oui, c'est des millionnaires, ils sont forcément heureux. Bah non, ils sont pas forcément heureux. Lui, on voit qu'il est à l'aise. Et ça se ressort sur le terrain. On le voit, il a toujours le sourire, même aux entraînements. C'est vraiment incroyable, quoi. Et finalement, pour moi, tout ça, c'est que la conséquence de revoir en fait un peu ce talent s'exprimer. Effectivement, il a fait sa spéciale, donc ça c'est bien qu'il ait marqué sur sa spéciale. Et puis c'est vrai, il était dans tous les coups. Et c'est vrai que je pense qu'on va tous être d'accord qu'on n'a qu'une seule envie, c'est de voir Thauvin et Payet ensemble. Parce qu'on a l'impression presque que ça va être une première, alors que ça c'est pas du tout une première, c'est déjà arrivé plusieurs fois, mais de les voir ces deux-là avec AVB qui quand même a une bonne science du placement et une bonne science tactique, de les voir se positionner tous les deux ensemble sur le terrain, mamma mia, ça peut vraiment faire très mal et je me réjouis de voir ce que ça peut donner. Et c'est vrai qu'il y a aussi une dernière question sur Thauvin, c'est quel est son niveau réel? C'est-à-dire que beaucoup d'observateurs se disent « Ouais, mais alors attention, il n'a pas fait de Ligue des Champions, il n'a pas d'expérience trop à l'international. Alors, il est champion du monde, mais bon, il est quand même resté beaucoup sur le banc, soyons honnêtes. » Donc là, c'est intéressant parce qu'on va le voir se confronter à la Ligue des Champions, on va le voir se confronter à une maturité qu'on ne l'a jamais vue. Donc, on va le voir vraiment dans des grands matchs, peut-être contre le PSG, contre Lyon. Donc, ça va être intéressant parce qu'on va voir quelque chose de nouveau chez lui, j'ai envie de dire, et peut-être vraiment qu'il prenne cette année en fait une nouvelle dimension. Et c'est vraiment ce que j'attends en fait de lui et qu'il part. Moi, mon espoir, je vais vous dire par rapport à ce joueur, c'est qu'il soit le successeur en fait de Payet, parce que mon Payet, il est quand même déjà assez âgé.
On voit qu'il est bien à Marseille, on voit qu'il ne manque pas grand-chose en fait pour qu'il puisse continuer l'aventure. Donc moi, mon souhait, en fait, c'est que ce soit le leader technique futur de l'OM, qui soit vraiment le taulier devant, quoi, qui ça permette d'influer après sur les jeunes générations. Et pour rebondir sur ce que tu nous as dit, le fait que Thauvin soit épanoui à Marseille, je pense qu'on a tous adoré ces images où, quand Thauvin marque son but, la première personne qui va voir, c'est AVB. Et, et je pense que cette image, ça montre le travail d'AVB, parce qu'il a presque jamais travaillé avec Thauvin, qui a été quand même absent une année, et d'avoir un entraîneur, je pense, qui vous appelle régulièrement, qui discute tout ça, qui s'intéresse à vous, même quand vous êtes blessé, ça joue dans le mental de Thauvin. Et je pense que du coup, il va plus avoir envie de faire confiance à AVB cette année. Qu'est-ce que tu en penses, Richard? Du fait qu'aussi Thauvin, avec le travail qui a été fait par AVB, il peut aussi prendre une nouvelle dimension. Comment dire? Thauvin, le problème, c'est qu'on ne peut pas savoir s'il a atteint son niveau limite ou s'il peut aller encore au-delà. Ça, c'est la question. Ça, c'est toute la question. Il a fait déjà beaucoup de choses. Il a réalisé beaucoup de choses. Il a porté l'OM à bout de pied. Donc, il faut rester réaliste. Il augmentera peut-être pas encore de niveau. Par contre, les relations comme ça avec AVB, cette facilité qu'a AVB à se faire aimer par les joueurs, ça, c'est excellent parce que ça permet de donner de la motivation et de faire réussir les joueurs. Donc, il va faire peut-être une excellente saison. Le problème, c'est que plus il sera bon, et plus on risque de le perdre. Encore une fois, s'il fait partie des joueurs bankable qu'on peut vendre, qu'on peut voir partir à tout moment. Et on a besoin de lui. Alors, je pense qu'il restera parce que il y a l'Euro qui va arriver et qu'il a besoin d'être titulaire pour que Deschamps le sélectionne. Donc, ça, c'est notre chance pour le garder. Mais voilà, moi, je le trouve fidèle à lui-même, avec bon état d'esprit, toujours ses bons ballons, cette bonne technique. Mais c'est vrai que s'il progressait un peu et qu'il apportait un petit plus, bon, voilà, il donne deux bons ballons, il marque un but, mais voilà, il manque encore plus d'action. Oh, encore une fois, on était au premier match, on ne va pas lui lancer la pierre. Bravo à Flotov, et il va monter en puissance au fur et à mesure. Maintenant, il n'y a que le futur qui va nous montrer s'il monte encore en puissance. Mais s'il monte en puissance, il peut très bien finir au Barça, hein, ou au Milan AC, ou à la Juventus. Donc, est-ce que ça vaut le coup pour nous? Est-ce qu'il vaut mieux pas qu'on garde notre Flotov habituel? Voilà. Et aussi, on a l'espoir que malgré cet effectif réduit, il nous porte à bout de bras en Ligue des Champions et qu'au moins on puisse au moins bien figurer. Parce que bon, moi je vous dis très franchement, je ne crois pas qu'on puisse passer le premier tour, voire que si on le passe par miracle, ça va être dur de passer après au huitième de finale. Mais qu'on puisse au moins faire une belle Ligue des Champions, histoire de gagner un peu des sous. Voilà. Donc Flotov, oui. La progression, j'en suis vraiment pas sûr. Après, il n'y a que l'avenir qui nous le dira. D'accord. Okay. Oui, c'est ça. Il faut voir si. Bon, après, s'il nous fait une saison comme en 2017-2018 où il claque plus de 25 buts, on prend aussi. Même s'il ne dépassera pas ce niveau, on prend quand même. Hein. Oui, il a son niveau. Il a son niveau et on va pas. C'est déjà un niveau c'est un level qui est élevé déjà. Donc, passer au-dessus, ça veut dire être un joueur du Barça, être un joueur de la Juventus, être un joueur du Bayern de Munich. Et là, est-ce que tu ne vas pas le perdre? Tu vois? Voilà. Ouais, donc c'était une bonne conclusion pour Thauvin, je pense. À moins que Rafi, tu voulais dire un mot sur Thauvin? Ah non, moi je suis très content déjà de revoir Thauvin sur les terrains parce que on n'a pratiquement pas vu pendant un an. Je pense qu'AVB est aussi content de pouvoir l'utiliser. Et pour un premier match, c'est très bien ce qu'il a fait. Je pense un but de passe décisif, c'est très bien. Donc
J'espère que cette année, il sera décisif comme il a été, qu'il retrouve aussi sa place dans le groupe France, parce que je pense que c'est important pour lui. Il s'est toujours battu pour être en équipe de France, même s'il joue pas beaucoup, mais au moins pour y être. Il s'est battu pour être à la Coupe du Monde. Il Oh, avait fait il la aura Coupe du peut-être une Monde. place de titulaire un de ces jours. Peut-être, S'il mais augmente la le niveau. concurrence est rude. La concurrence est rude. Mais je pense que c'est important pour lui qu'il la retrouve. Donc c'est bien. Faut pas oublier qu'il est encore jeune, hein. Il a Ouais. encore une marche. Bon, voilà. Donc, Maintenant, ça peut arriver aussi. je pense que messieurs, on va parler d'un sujet que vous avez envie de parler. On a parlé des tops, on va parler d'un flop. C'est Radonjic. Je pense que c'est peut-être le flop qu'il y a eu. Alors, je vous pose deux questions, enfin une question qui se regroupe un peu en fait. Est-ce qu'il est Rafi, meilleur? si Oui, je peux dis-moi. juste, pour un peu structurer le machin du flop un peu, c'est une Oui. stat qui est assez marquante. C'est Radonjic, c'est 62 minutes jouées, 29 ballons touchés, 13 perdus. Alors, c'est tout à fait. Ça Voilà. représente tout à fait ce que je voudrais te dire. Excuse-moi, je savais pas que tu avais cette stat. Donc, est-ce que pour vous, il est aussi meilleur en super sub? Et j'ai une question en fait de Yanis, un de nos membres, qui voulait dire tout simplement. Donc, elle va rejoindre un peu la question que j'ai. Est-ce que Radonjic, cette saison, va enfin utiliser son énorme potentiel à 100%, ou va-t-on connaître encore un joueur brouillon à part quelques coups d'éclat? Alors, je sais que Richard et Christopher, vous êtes bouillants sur la question, donc qui veut commencer? Christopher, je commence ou… Bon, alors j'y vais alors. Oui. Bon, Vas-y, alors, Richard. pour Radonjic, ben moi, pour tout vous dire, je suis inquiet parce que moi, je croyais beaucoup en ce garçon. Et je me disais, bon, à un moment donné, il va passer un palier, il doit être intelligent, il n'a pas un cerveau vide. Et à un moment donné, il va passer un palier et il va avoir l'intelligence tactique. Je vois qu'on redémarre l'année, le gars, c'est resté un bourrin avec des qualités techniques hors normes. Le mec, c'est un super sub, c'est un Cristiano Ronaldo, mais sans cerveau. Alors, je commence à être inquiet parce que je croyais beaucoup en lui. Je me disais que si les entraîneurs arrivent à le faire jouer et à lui faire travailler sa tactique, on va avoir un Cristiano Ronaldo chez nous. C'était mon idée. Et je vois que le mec, il ne change pas. Il a pas évolué depuis l'année dernière. Des fois, d'un été à l'autre, ben, c'est comme Caleta-Car, quoi. Tu vois qu'il a évolué, qu'il a travaillé, qu'il a cherché à s'améliorer. Radonjic, il est rentré sur le terrain comme il était sur le terrain l'année dernière. Je vous entends. Allô? Oui, et puis des fois, on le trouve un peu nonchalant aussi, et puis il réfléchit pas, comme tu dis, voilà, dans ses actions, voilà. Donc, limite. mais pourtant, Limite, quand il rentre dans un match, où on a besoin de marquer, il va être un super sub, il va marquer, il était capable de marquer tout seul, oui, déjà, de faire il peut des exploits te prendre le individuels. ballon et aller marquer tout Voilà, seul. et dribbler tout le monde et mettre la balle au fond. Et puis, quand il commence le match, comme tu dis, on a l'impression que ce joueur ne réfléchit pas dans le jeu, quoi. Et c'est Il ne dommage. faut pas oublier que l'année dernière, tu finis deuxième grâce à lui. Hein. Ah Ça, oui, il faut pas oublier. il y a des points qui nous fait gagner, hein. Ça, c'est sûr, il faut pas oublier. C'est lui qui nous fait gagner plusieurs points dans la saison, qui nous met à la deuxième place. C'est pour ça que je trouve que c'est tellement dommage qu'il ne puisse pas faire ça pendant 90 minutes, parce qu'imaginez qu'il fasse ça pendant 90 minutes, on peut être champion. On peut même battre le Paris Saint-Germain. Tu vois, parce que le mec qui se met à jouer avec l'intelligence de jeu, il a à côté de lui Payet, Thauvin et Benedetto. On a quand même un quatuor qui est fantastique si le mec il passe au niveau d'intelligence de jeu qu'il devrait avoir. C'est incompréhensible. Et bon, dernièrement, on me disait oui, mais AVB, c'est pas son truc favori d'arriver à transformer les joueurs. Il est comme Mourinho, il a besoin de joueurs qui soient déjà confirmés. Oui, mais c'est pas le travail d'un entraîneur. Il a quand même transformé Amavi, hein. Amavi, c'est une renaissance avec AVB, hein, donc, oui, mais à ma vie, il y avait déjà une base sous était Garcia. On a fait une finale de Coupe d'Europe avec Amavi sous Garcia. Ouais. Voilà. Donc c'est après qu'il s'est éteint. Il était perdu, Amavi. Voilà.
il s'était perdu. Bon, AVB l'a fait revenir, c'est tout, il lui a redonné confiance. Mais là, on voit que, on dirait qu'il ne. Je pense que Radonjic, c'est un garçon qui a besoin qu'on le prenne en tête à tête, un peu comme un psychologue, un entraîneur psychologue qui travaille sur le mental. Et on a besoin de travailler sur son mental, d'avoir des dialogues en individuel avec lui pour arriver à lui faire comprendre là où ça ne va pas et où il faut qu'il progresse, où il faut qu'il change son comportement. Parce qu'il y a, chez ce garçon, on a l'impression qu'il y a un circuit qui est fermé, quoi, électrique, tu vois, dans le cerveau. Et pourtant, c'est un génie. À côté de ça, les circuits qui sont de l'autre côté, ça fait de lui un génie. Alors voilà, donc, on attend. S'il faut le sortir comme super sub, bon, ben, on va pas cracher dans la soupe. Hein. Après aussi, je pense que c'est une question un peu de blocage parce que, regardez, avant, il rentrait en tant que remplaçant, il amenait une petite différence, mais il marquait jamais. Il y a eu ce déblocage à Toulouse où il rentre, il marque. Ensuite, on s'est dit, bah, c'est le super sub de l'année. Et là, dès qu'on le met titulaire, on sent qu'il a envie, mais que voilà, ça manque de bouteilles, ça manque d'envie des fois aussi. Et c'est ça où c'est un peu embêtant. Mais j'ai envie de me rappeler aussi comment était Thauvin avant. Thauvin, avant, quand il est arrivé, il était un peu dans ce style-là, à foncer, tout ça. Et puis après, il a pris de la maturité. Et voilà. Et Thauvin, aujourd'hui, toutes les actions qu'il a, elles sont réfléchies, tout ça. Oui, mais il avait quand même plus d'intelligence de jeu. Tout à l'heure, tu disais, il a perdu 29 ballons. Et d'après mes calculs, ce que j'ai fait comme calcul, ça veut dire qu'il a, d'après ce qui reste, il en a donné 15 bons. S'il donne 15 bons ballons, s'il donne 15 bons ballons, ça veut dire qu'il peut en donner plus. Ça veut dire qu'il peut améliorer sa stat par rapport aux 29 ballons perdus. Donc, c'est une question d'intelligence tactique et de jeu. Peut-être qu'à certains moments, il s'affole et il aurait pu faire autre chose en restant calme, mais comme il s'est affolé et comme il veut à tout prix aller marquer, voilà, il y a sûrement des choses tactiques à lui apprendre. Sûrement. Alors, on a eu le retour de Christopher qui avait une petite patte pris. Donc, on est toujours sur le sujet Radonjic. Donc, toi, qu'est-ce que tu en penses de Radonjic? Est-ce qu'il, même si on voit tout son potentiel, est-ce que tu penses aussi qu'il peut perdurer à l'OM, surtout en ayant cette mentalité-là? Alors tout d'abord, désolé, en fait, j'ai juste mon ordinateur qui a chauffé, donc j'ai mis de la glace dessus, véridique. Alors, en mettant de la glace dessus, ça y est, là, je peux de nouveau vous parler. Donc, voilà. Ah, c'est ça la buée? Oui, c'est ça, c'est la fumée qui va derrière, c'est ça, c'est le PC qui est en train de prendre feu. Donc, ouais, non, mais Radonjic, c'est comme une sacrée énigme, ce mec. Hein. Franchement, je comprends pas. Alors, il y en a qui disent oui, alors c'est un super sub, il faudrait le laisser rentrer en cours de jeu parce qu'il y a que ça qui sait faire. Ouais, ok. Alors, de toute façon, dans le modèle d'AVB, ça correspond bien parce que de toute façon, à gauche, elle ne veut pas qui c'est qui pourrait concurrencer Payet. Donc, après tout, c'est de toute façon vers ça où on va cette saison. Donc, logiquement, on devrait le voir rentrer de toute façon en cours de jeu et donc devenir ce super sub qu'on attend tous. Mais moi, ce que je ne comprends pas surtout, c'est, comment dire, on a l'impression des fois que, je ne sais pas, des fois, je n'arrive pas à comprendre si c'est Benair Faiz, en quelque sorte, où on lui dit, mais va le lâcher, ce fichu ballon là, parce que, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est fatigant des fois de le voir jouer devant et de faire des fois des gris-gris extraordinaires. Et juste quand il y a le truc le plus simple à faire, eh bien, il fait n'importe quoi. Et non, c'est vrai qu'il est très agaçant, mais à la fois, il faut quand même, par contre, se dire comme quelque chose, c'est que il touche quand même pas mal le ballon, il se rend toujours disponible, il est souvent dans les coups en fait. Hein. Il faut lui reconnaître ça, il lui fait très mal, mais il est toujours dans les coups. Donc on voit quand même qu'il essaye. Moi, il a de l'activité. Il a de l'activité. Ah, il y a de l'activité, ça c'est qu'on puisse dire. Alors moi, il y a deux petits éléments qui m'inquiètent. C'est déjà, moi, alors toujours, je reviens à mes sources Instagram, on voit très souvent les joueurs se foutent de sa gueule en fait. C'est partie en fait des joueurs qui est un peu, entre guillemets, un peu le mouton noir un peu de l'équipe où il est assez facilement moqué. Et il est moqué notamment sur un point, c'est que dès qu'il y a des exercices physiques à faire, donc de l'athlétisation, eh ben, visiblement, c'est pas trop son truc. Quoi. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, il y a cette fameuse image où on le voit contre un mur, comme ça, en train d'essayer de faire un petit truc aux jambes, mais c'est complètement ridicule au point où, je crois, celui qui fait la photo, ça doit être, je ne sais pas si c'est pas Douillet ou si c'est, enfin, je ne sais plus qui c'est qui fait la photo, mais en fait, en gros, il se fout bien de sa gueule.
Dans le sens de dire, mais allez, mais fais des efforts, mec, quoi. Donc déjà, quand on voit ça, même si sur le ton de la plaisanterie, ça met quand même toujours des petites alertes quand on voit ce genre de comportement. Et puis l'autre chose, c'est la confiance en fait. Hein. On voit qu'il a un vrai souci de confiance, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas, par exemple, quand il commence à faire une ou deux actions négatives sur un terrain, il n'arrive pas à se reprendre. C'est pas c'est vraiment compliqué. Hein. Quand il fait de la merde, il l'a fait longtemps. Quoi, hein. Vraiment, Moi, ce qui me fait peur chez Radonjic, c'est j'ai peur pour lui, que ça soit les remakes des Ben Arfa, des Nasri, des Menez, qui s'appelait un gars qui jouait au Paris Saint-Germain, des gars qui sont bourrés de talent et qui font, par le manque d'intelligence, ils loupent leur carrière. Quoi. Vous voyez, c'est ça qui m'inquiète chez Radonjic, parce que tu le vois, des fois, il peut te faire des trucs dignes d'un Cristiano Ronaldo, de Messi. C'est hallucinant. Donc, c'est vraiment dommage. Moi, j'aimerais rajouter garçons... un point. Là. Ah, excuse-moi, je pourrais juste rajouter un point là-dessus. Je ne vais pas te couper. Hein, mais, oui, vas-y. C'était juste pour dire qu'il faut aussi voir son âge. Il a 24 ans, notre ami Radonjic. Donc, c'est intéressant parce que c'est vraiment l'âge de la maturité en football. Hein. Donc vraiment, cette année, pour moi, va être vraiment décisive de voir notamment son intelligence de jeu, de voir si tactiquement il évolue, parce que c'est un peu la der des der pour lui. Hein. On a rarement vu des joueurs se développer après 25-26 ans. C'est maintenant ou jamais, quoi. Alors, messieurs, on va juste conclure par un tour de table. Pour vous, quel a été le meilleur joueur du match? Juste le meilleur joueur, s'il vous plaît. Allez, on commence Richard. Meilleur joueur du match, moi je dirais Khaled Assar. Raph Moi, je serais plus Tovin. et Christopher. Quel état de char aussi. Ok, moi j'étais Tovin, donc ça va faire 2-2. donc super. On a bien parlé donc de ce match. On va parler du mercato maintenant. C'est l'actualité. Rafi, je vais devoir vous laisser entre vous parce que j'ai un rendez-vous. Vraiment, je peux pas faire autrement. Il n'y a pas de souci, Richard. Ça nous a fait plaisir de t'avoir dans notre émission. Il est 9h05, je peux pas aller plus loin. Il n'y a pas de souci, Richard. J'embrasse tout le monde. OM Nation, Genève. À bientôt, Richard. Et salut, je vous dis à bientôt. Et merci à vous. Ouais, salut, Richard. Salut, les gars. Salut, Christophe. Salut. Salut. Alors, comme je disais, on va parler du mercato. Donc, on a eu l'arrivée de Nagatomo qui s'est concrétisée. Donc, j'ai envie de vous dire, enfin un arrière-gauche. On l'attendait quand même depuis 3 ans, ouais. Donc, il y a eu pas mal de remarques à son sujet. Donc, pour le présenter quand même brièvement, il est international japonais, 120 sélections. Il doit passer 7 ans à l'Inter de Milan, 2 ans à Galatasaray. C'est un joueur d'expérience, il va avoir 34 ans bientôt. Que pensez-vous tout simplement de l'arrivée de Nagatomo? Raph, tu veux commencer? Oui, j'ai envie de dire, c'est dans la suite logique du recrutement. C'est des recrues gratuites ou en prêt qui n'ont pas un énorme salaire et qui viennent renforcer l'équipe. Nagatomo, c'est quelqu'un d'expérience. Il le sait clairement qu'il ne vient pas pour être titulaire, pour jouer tous les matchs. Il sait que ça va être la doublure d'Amavi pour apporter de la concurrence. C'est quelqu'un, oui, il vient gratuitement comme Gay et qui n'a pas un énorme salaire, mais pourtant qui a une énorme expérience qui, je pense, va nous servir. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que voilà, c'est 1 an de contrat. Si ça marche pas, ça marche pas. Ça fera une année de salaire, mais pas des gros coups. Voilà. Et c'est un peu comme Balerdi. Balerdi, c'est 1 an de prêt. Si au début, il nous fait 3-4 bons matchs, mais qu'ensuite, il se vautre, et voilà, ce sera fini. On aura tenté, ça n'a pas marché. C'est pareil pour Nagatomo. Tu vois, moi, ça me fait penser un peu à Balotelli. Ils ont tenté le coup. On fait signer 6 mois, pas plus. À l'époque, tout le monde disait pourquoi 4 mois, c'était même. Pourquoi 4 mois de contrat, pas plus, et l'année prochaine, est-ce qu'il va rester? Non, on fait 4 mois. Si ça se passe bien, on continue. Sinon, on arrête. Là, c'est très bien. Comme tu dis, on fait 1 an. De toute façon, on avait besoin de ce joueur. Donc, on l'a 1 année. Ça nous laisse aussi le temps de voir venir si on prend quelqu'un de plus jeune par la suite ou quoi. Mais je pense que c'est assez judicieux comme choix de contrat, en tout cas sur la durée.
Christopher, qu'est-ce qu'on pense? Alors oui, il y a plusieurs bons éléments à ce recrutement. D'abord, il y a l'aspect financier en fait. L'aspect financier, on a dit, il est gratuit, mais en fait, il est complètement gratuit. Parce que j'ai lu en fait, alors c'est une rumeur, hein, mais ça vient de sources assez fiables, comme quoi en fait, Galatasaray n'aurait pas payé Mitroglou. Parce que normalement, il devait prendre en charge le salaire de Mitroglou quand on l'aura prêté le bousin. Hein. Du coup, ça signifie que en fait, ce qui va se passer, c'est comme nous, on va récupérer Nagatomo. En fait, ce serait à Galatasaray, du coup, de payer cette année le salaire. Donc, ça veut dire, vous savez que c'est calculé sur des saisons, hein, à chaque saison, les salaires, hein, quand on fait un budget. Donc, ça veut dire sur 2019-2020, on aurait en fait littéralement latéral gauche gratuit. Et quand on dit gratuit, c'est vraiment complètement gratuit, étant donné que non seulement son salaire, mais aussi il n'aurait aucune indemnité de transfert. Donc, voilà, niveau financier, c'est une belle affaire. Et puis également, effectivement, au niveau du joueur, tout ce qu'on entend sur lui, c'est qu'il aurait son cuisinier personnel qui lui permettrait d'avoir une certaine hygiène de vie quand même qui serait très stable. Il ne faut pas oublier aussi qu'on a déjà Sakai. Donc du coup, au niveau de l'intégration, ça facilite comme beaucoup les choses. On aura les deux latéraux. D'un point de vue commercial, parce qu'on parle rarement du côté commercial, mais côté commercial, c'est quand même un gars, allez voir sur Twitter, il a 1,5 million de followers, le type. Hein. C'est le record. C'est-à-dire que c'est notre monsieur réseaux sociaux, toi. Mais c'est ça. Même Payet, pourtant, qui quand même, c'est notre star, quoi. Il a seulement 900 000, 800 000 followers. 1,5 million, notre ami Nagatomo. Tu parles de Sakai. Moi, je trouve que Sakai, c'est un joueur exemplaire quand même au club. Il a une très bonne hygiène de vie. Et puis, c'est vraiment un joueur d'équipe, un joueur exemplaire. Tu vas jamais avoir un problème avec lui. Et puis, je pense que ça donne un bon exemple et ça peut être pareil pour lui, quoi. Donc, Pour en revenir à ça, oui, des fois, vous savez, souvent on parle de clichés négatifs sur les origines des personnes. Là, je suis désolé, pour les Japonais, il y a un cliché, mais qui est très positif, c'est leur rigueur dans le travail. La rigueur. Quand on a reçu Sakai, il y a Sakai qui est arrivé, tout le monde s'est dit, oh bah ouais, mais on a eu un Japonais qui était là, ça n'a pas fait un bon truc. Mais enfin, Sakai, il n'a jamais eu de problème sur le travail. Il s'est tout de suite intégré. Il s'est toujours battu. Il n'a jamais été un peu… oui, il ne s'est jamais relâché sur les matchs. Et donc, d'avoir un joueur qu'en plus, qui connaît très bien Sakai, il le dit lui-même, ils se connaissent très bien depuis des années et des années, et ben, ça va faciliter son intégration. Et du coup, aussi, comment il va jouer dans l'équipe. Moi, je pense que c'est une autre chose aussi, en fait, qu'on ne pense pas assez, c'est l'expérience. Parce que mine de rien, on va en Ligue des Champions, et je sais pas si vous avez remarqué, finalement, à part Nagatomo et Strootman, eh ben, c'est un peu le vide intersidéral en fait au niveau des gens qui ont un peu d'expérience dans ces compétitions. Pas trop d'expérience. Mandanda a joué quelques matchs, mais sans plus. Voilà, mais je ne sais pas si vous avez vu la conférence de Nagatomo qui dit j'ai 34 ans, mais je cours beaucoup. Donc, vous voyez, il dit je suis peut-être le joueur qui va courir le plus dans l'équipe. Donc, moi, je suis absolument persuadé qu'il va faire les gros matchs en fait. Vous allez voir. Mais moi, je suis persuadé que c'est un joueur qui va se donner à fond. Et c'est pas une star. C'est pas une star, mais c'est le joueur qu'il va nous falloir. Il sait qu'il est numéro 2 d'Amavi. Et puis, il va peut-être le titiller pour faire des grands matchs. Moi, je vois même les choses un tout petit peu différemment que toi. En fait, moi, j'ai une théorie en fait, là-dessus. C'est que moi, je me pose la question s'il ne va pas faire jouer les grands matchs, mais vous savez, les tout grands matchs, Nagatomo, PSG, Lyon, Ligue des Champions. Et en fait, il va laisser Amavi faire les autres matchs pour qu'il prenne de la confiance et qu'il continue la pente ascendante tout l'été. Parce qu'on se souvient que quand ça commençait à mal marcher pour lui, c'est qu'il avait d'un coup une perte de confiance. D'un coup, ils ont affronté un peu des plus gros clubs et puis il faisait des fautes de défense et puis tout le monde lui en voulait. Lui, au moins, on voit quand même que ça lui fera moins d'effet. Je crois que c'est Dimico qui disait ça dans la Provence aujourd'hui, que probablement lui jouerait les grands matchs et à ma vie, peut-être le reste. Donc tu vois, ton avis se rejoint. Si vous êtes d'accord, on va avancer. Oui. On a recruté ce défenseur qui était une priorité depuis 3 ans. On attend un attaquant. Ils en ont parlé en conférence de presse encore. Ah, c'est bien en parler. Voilà, je pense que tout le monde va en parler. Donc, à qui vous pensez comme attaquant? Alors moi j'ai lu. alors j'ai vu qu'en plus l'investissement, ils ont parlé, ils ont dit on pourra acheter. Alors j'ai vu un chiffre, bon, bien sûr à prendre avec des pincettes, mais j'ai vu un chiffre entre 5 et 6 millions d'euros, donc ce qui n'est pas énorme. À qui vous pensez pour concurrencer ou faire souffler Benedetto en attaque? Alors, je suis désolé, j'avoue que là, ce sujet-là, c'est celui que j'attendais de toute la soirée. Donc, voilà. Donc, je suis super content parce que je suis super chaud sur ce sujet, parce que vous savez, ceux qui me connaissent, que je suis un super chaud sur Twitter à regarder tout ce qui se passe au niveau des recrutements. Et
moi, je crois beaucoup en fait à l'idée d'acheter en fait un joueur pas à 5-6 millions, mais peut-être un peu plus cher. Moi, je me pose la question si les 5-6 millions, c'est pas en fait le moment où en fait on le recrute. C'est-à-dire en gros l'enveloppe que McCourt est prêt à mettre sur 2019, sur 2020-2021. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très rare que les joueurs en fait on les paye cash. Par exemple, on parle de cas de Mitroglou. Mitroglou, il a été payé en 3 ans. Donc, moi, si j'entends ces 5-6 millions, pour moi, ce n'est pas un investissement total. Pour moi, c'est peut-être plus certainement ce que McCourt est prêt en fait, à remettre, en fait, parce qu'il faut qu'il remette du cash, il faut qu'il remette du cash flow. Ce qui voudrait dire que plutôt, on pourrait imaginer peut-être une recrue qui pourrait coûter peut-être un peu plus cher. Après, que ce soit à 5 millions, autour des 10 millions, soyons clairs, ça ne va pas être des premiers couteaux. Hein. Ce qu'on va aller plutôt aller chercher, à mon avis, c'est les championnats d'Amérique du Sud, championnats asiatiques et enfin Europe centrale, Est et du Nord. Moi, j'ai une hypothèse, parce qu'on l'a vu quand même venir de sources vraiment assez, comment dire, assez sûres en fait, hein, cette histoire de Macias. Alors c'est vrai qu'on en parlait beaucoup de Macias il y a quelques semaines, mais on n'en parle plus trop. C'est plutôt une bonne nouvelle d'ailleurs, au passage. Et moi, j'y crois beaucoup parce que c'est vraiment, vraiment un attaquant complètement style de ce que AVB recherche. Il a vraiment un sens du but dingue. Il mettrait vraiment en concurrence Benedetto. Regardez les vidéos de Macias. Il est vraiment, vraiment exceptionnel dans la finition et au jeu de tête notamment. Vraiment, on voit vraiment un mec qui a un potentiel de dingue. Alors, on a des clubs en concurrence hein, sur ce dossier-là. Mais à Paris, l'OM pourrait être bien situé, quoi. Donc, à voir. Donc, en tout cas, s'il y avait un petit souhait, c'est que cette rumeur Macias vraiment se fasse parce que ça serait faisable. Et 2, vraiment, on aurait un jeune qui correspondrait à un peu le projet un peu que l'on recherche aussi, qui va monter, qui va exploser quand on va le faire jouer au niveau dans des top 5 européens. Et vraiment, je crois en ce joueur. Je vous invite vraiment encore une fois à regarder des vidéos, vous verrez, c'est un mec qui sent le ballon. D'accord. Raph? Eh ben, écoute, moi je regardais l'équipe hier soir qui parlait aussi d'un truc intéressant. C'est que 5 ou 6 millions, c'est dans l'Europe, ce ne sera pas possible. Tu peux pas trouver un attaquant en devenir à 5 ou 6 millions, c'est pas Non, c'est possible. compliqué. Ouais, Mais aller Définitivement. chercher dans des championnats annexes, comme ils appelaient ça. Et dedans, ça parle de la Scandinavie, de la Suisse notamment, où il y avait cette rumeur du jeune Oui, de Lausanne, qui de est aussi Lausanne, un oui. bon joueur, qui a marqué beaucoup en deuxième division suisse. Qui a été démenti Et par un membre de l'OM Nation Lausanne, d'ailleurs, au passage. oui, Oui. mais qui a été quand même, il y a eu des contacts. Il n'y a pas Oui, du tout oui, bien d'accord, sûr. mais il y a eu des contacts. Après aussi, ouais, des joueurs, 5 ou 6 millions, c'est le budget pour avoir un attaquant en devenir en Amérique du Sud. Ouais. Le Barça, le Real qui pioche là-bas depuis des années. Alors certes, des fois, ils mettent 45 millions sur, par exemple, Vinicius Junior, mais il y a des jeunes qui coûtent vraiment pas cher là-bas et qui ont un potentiel énorme. Et quand on parle, par exemple, de championnat annexe, j'ai envie de prendre l'exemple de Osimhen aussi, qui Bien arrive sûr. de Charleroi à Lille, certes pour 15 millions, mais qui derrière est vendu 80 millions. Donc, il y a Bien aussi, sûr. et aussi, j'ai lu qu'il y avait cette logique d'acheter un joueur jeune à très fort potentiel pour être revendu d'ici 2-3 ans. Oui, et puis il est vendu Et moi, 80 millions et puis il fait une saison de dingue. Il a oui, marqué combien de buts? après, l'OM peut aussi faire comme Balerdi, c'est-à-dire on fait une saison avec prêt et option d'achat pour un jeune, mettre peut-être un peu plus, mettre 15 millions comme Balerdi. Et si ces deux joueurs te font une super saison, tu peux avoir 2 renforts exceptionnels pour 30 millions. Alors oui, il faudrait vendre, mais enfin, si voilà, on a par exemple Sanson qui fait une super saison et puis tu le vends 50 millions, ça rentre dans le budget. Mais Oui, puis, voilà, après moi, je fais confiance à Longoria aussi, qui a eu, je pense que vous avez vu dans la conférence de presse, pour moi, ce mec, je l'adore. Il a une connaissance technique du football qui est exceptionnelle. Il, il pourrait presque, quand il parlait de Nagatomo, j'avais presque l'impression qu'il pouvait me dire, oui, alors son 25e match en pro, à la 60e minute, il fait cette action-là. Tellement il connaît le joueur, il connaît ses capacités et il regarde tous les matchs, mais pas en mode, voilà, en fond d'écran. C'est vraiment, quand il le regarde, c'est à fond. Et il a un réseau de recrutement qui est juste énorme. Et du coup, et avec Villas-Boas, ils peuvent vraiment trouver des pépites. c'est pour ça on va lui faire confiance pour aller nous trouver quelqu'un. Il nous a trouvé un arrière gauche. Ça fait 3 ans qu'on n'en avait pas. On va lui faire confiance pour nous trouver un deuxième attaquant. Si vous le voulez bien, on va faire assez rapide sur Ah ouais, j'aimerais juste rajouter un truc sur. Oui, excuse-moi, Alors, oui, c'est pas dis-moi. sur l'attaquant, mais c'est sur Nagatomo.
Oui, J'ai bien aimé ce qu'a dit, je sais plus qui c'est, il me semble que c'est Villas-Boas qui a dit la direction n'était pas partante pour Nagatomo, oui, oui. mais on l'a quand même fait. Ça montre aussi, et on revient aussi, on se rappelle de la première conférence de presse de présentation d'un joueur, de Balerdi, il me semble, ou de Gay, je ne sais plus. Enfin, bref, la première présentation où Jacques-Henri Hérault, dès le début, m'a dit voilà, ça c'est le nouveau Head of Business et ça c'est le nouveau Head of Football. Maintenant, je vous laisse parler football. Et ça, c'est bien parce que voilà, je trouve qu'il prend aussi en maturité Jacques-Henri Hérault, où il dit voilà, maintenant c'est plus moi qui gère le sportif. J'ai vu que c'était pas mon domaine où j'étais le plus fort. Donc voilà, je laisse gérer ça à des gens compétents qui, je trouve, sont très compétents. Et voilà. Donc moi, je fais C'est, confiance totalement à Longoria et à VB. oui, pareil pour moi. Je pense que Longoria va nous apporter et on va le voir assez rapidement. Donc, comme je disais, on va juste faire vite sur cette question. Si on doit sacrifier un joueur, lequel vous sacrifierez si on doit vendre impérativement? Pour le moment, on n'a vendu personne. Peut-être ça va tenir comme ça. Mais si on doit en vendre un, lequel partirait assez rapidement? C'est compliqué hein, Bon, comme après, question. tu as toujours tes indésirables, Germain, Strootman, tout ça. Mais Ouais. Mais qui nous font gagner un peu d'argent, je pense. oui, c'est des gens qui te feront gagner un peu d'argent. Alors c'est Donc, vrai que là, ce que tu es en train de dire, c'est le scénario idéal. C'est si on arrive, en fait, entre guillemets, à vendre ou à se débarrasser des salaires des indésirables. de Ouais. Germain, de Strootman, de Lopez et de, comment il s'appelle, notre nouvel arrière-gauche de substitution, là, comment il s'appelait là, Raoui. Ah Raoui, oui. voilà, désolé, Ouais. hein, merci. Si on arrivait, en fait, à se séparer de ces quatre-là, peut-être Ouais. que ça Sauf que je pourrait nous voyais plus un économiser pas mal sur le titulaire. budget. Je pensais plus à un titulaire, malheureusement. Malheureusement, je pensais Ah, plus à un voilà, c'est une question titulaire, d'échelle. à un Ah ouais, Sanson ou un un joueur qui est Caleta ou un Camara. un joueur Non, mais, bankable, quoi. non, mais Voilà. la réponse, elle est évidente. La réponse, elle est évidente, c'est Sanson. Et je Pour moi pense que aussi. d'ailleurs, c'est ce qu'ils veulent faire. Parce que Sanson, c'est celui qui a peut-être le moins encore de progression. Il va être très bon. En fait, cette année, c'est l'année où il va exploser. En fait. Vous allez voir. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va encore atteindre d'autres niveaux. Je veux dire, un joueur comme Khaled Tachar, il peut encore énormément progresser cette année. Donc, s'ils ne sont pas trop cons, ils vont éviter des ventes Khaled Tachar. À mon avis, ils vont surtout aller sur Sanson. Maintenant, moi, le truc qui m'a quand même titillé un petit peu, c'est le fait quand même qu'à priori, AVB a pas mal discuté avec justement Khaled Tachar pour justement de dire, attends, si tu as des annonces, viens quand même me les dire, parce que moi, il faut que je prépare le terrain derrière pour te remplacer. Quoi. Donc, c'est vrai que c'est. Je pense qu'à mon avis, jusqu'à la fin, toute fin du mercato, on risque d'être un peu tous en stress sur ce qui va se passer. Mais c'est vrai qu'une des ventes est probable, parce qu'entre tout le réseau anglais qu'a mis en place la direction pour vendre Sanson, il y a quand même un vrai espoir. Et Khaled Avec Tachar, Monsieur qui est juste notre Aldridge. meilleur joueur actuellement, bah, ça sera forcément un des deux qui partira si on a un des deux qui part. Quoi, hein. Très bien. Après, il faut voir aussi quels clubs sont potentiellement intéressés par Chaita Tsar. J'avais lu que City était un moment intéressé, mais ça, je pense qu'on peut éliminer cette piste parce qu'il y a que Koulibaly qui va arriver. Ouais. Et après, voilà, les autres grosses équipes, Chelsea sont renforcés en défense, Arsenal aussi, il me semble. Je vois pas Liverpool, ils ont leur défense type. Voilà, après, je pense que Chaita Tsar ne partira pas pour un autre club qui n'est pas en Champions League. Lui, son Ah, but, mais ça, c'est comme c'est sûr. tout l'effectif, c'est de jouer la Champions League. Ouais, Donc, c'est alors, là où on a un peu plus de force aussi. pour Khaled Tachar, je me méfie juste sur un point. C'est peut-être un des joueurs qui a le moins d'attachement à Marseille. Le club et à la fois la ville, en fait. C'est juste un méga pro et un monstre. Voilà. Mais il n'y a pas cet attachement. C'est pour ça, par exemple, on parlait de Thauvin. Moi, c'est que Thauvin, je ne le vois pas partir juste parce que déjà, c'est un mec qui fondamentalement aime Marseille, il aime le club, il aime la ville, il aime tout. Khaled Tachar, on le voit, il part en vacances à Madrid, il va à Barcelone, il va en Croatie. Il ne reste pas. Hein. Il reste pas à Marseille. Dès qu'il peut se barrer, il se barre. Hein. Donc, c'est vrai que ça fait poser des questions quand même hein, sur lui. J'espère qu'on va le garder une année de plus parce qu'en plus, on va être con. On va perdre facilement 30 millions dans l'affaire si on le vend cette année plutôt que le vendre l'année prochaine. Après, ce que tu dis aussi sur là, et puis sur tout ce que tu disais sur Instagram aussi, Gianni Tatsar, je trouve, est assez peu présent pour un jeune joueur sur Instagram. C'est plutôt sa compagne qui l'est, et lui ne fait jamais de. C'est juste les grands événements de sa vie où voilà, c'est juste ça. Et ça, je trouve que c'est aussi bien que pas un jeune joueur comme lui passe sa vie sur les réseaux sociaux, un peu comme Radonjic. Voilà. C'est Tchai Tatsar,
il y a pour moi un grand professionnalisme. Mais je pense quand même qu'il a un petit attachement à Marseille. Parce Ah, tu penses que, quoi? voilà, Moi, j'ai plus de doutes, mais oui, parce que j'aimerais bien le voir. quand tu es à Salzbourg, et puis ensuite, souvent, il y a un partenariat avec, comment ça s'appelle? Avec Leipzig, parce que c'est les mêmes propriétaires de club, tout ça. Mais voilà, donc la plupart, soit quand ils partent de Salzbourg, s'ils n'ont pas un vrai attachement pour un club, ils partent à Leipzig et ils continuent leur formation. Et là, qu'il ait choisi, il me semble qu'il y avait aussi des offres de Leipzig. Il est quand même venu à Marseille. Voilà, je trouve que déjà, quand ils ont envie de venir à Marseille, voilà, ça montre qu'ils s'intéressent au club quand même. On verra. Très bien. On va finir, si vous le voulez bien, par une question d'un membre de l'OM Nation Geneva, Oui. Richie, qui nous disait « Comment situer l'OM cette saison face à la concurrence des équipes comme Nice, Rennes ou Monaco ?» Je peux y aller ou vous voulez y aller d'abord? Bien sûr, c'est une question intéressante, donc j'ai voulu qu'on en très bonne parle question en pour tout finir cas. cette émission. Très bonne question en tout cas, parce que justement, c'est. Très bonne question, voilà, parce qu'on parle J'y pas. reviens souvent parce que c'est vraiment ma grande angoisse, c'est Rennes. Moi, je sais que j'en discute souvent un peu déjà entre nous. Mais Rennes, mais bon Dieu, Rennes, quoi. L'équipe qui sont en train de se faire, elle est incroyable. Et, Rennes a un très bon entraîneur. Rennes a un très bon entraîneur. Ils ont tout. Ils ont un bon entraîneur. Ils ont gardé leur effectif. Ça, c'est important aussi. Ils ont Camavinga qui pourrait peut-être même être surpassé Mbappé potentiellement. Ça peut même être juste la meilleure pousse française qu'on ait jamais eue. Et peut-être même Mbappé, il va peut-être le mettre loin dans quelques années. Je ne sais pas si vous avez vu juste son premier but là qu'il a mis, mais mon Dieu, le mec, 17 ans, il fait ça. Déjà, il est en équipe de France plus jeune qu'Mbappé, déjà. Oui, mais après, c'est pas le même poste, c'est ça aussi. Mais Mbappé, c'est un attaquant, mais voilà. Latéral gauche, ils ont meilleur latéral gauche pour moi de Ligue 1 avec Mawassa. Non, mais c'est vraiment une équipe de dingue. Ils ont aussi recruté un attaquant qui était le meilleur attaquant en juin. Enfin, c'est une équipe. Après, Christopher, oublie pas que Rennes reste un club aussi assez instable. L'année dernière, Stéphane, il était à 2 doigts de partir, hein, tu vois. Donc, c'est un club qui reste quand même assez instable. Ils ont passé des entraîneurs et des entraîneurs sur ces 15-20 dernières années. On n'est pas assez après que Stéphane parte cette année. Bon, ils ont changé de président, tu vois. Ils ont changé de président. Normalement, ça devrait le faire. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui est compliquée à jouer, comme tu disais. Qui est compliqué. Alors, effectivement, tu as tout à fait raison de parler de la stabilité. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que vraiment, ils ont gardé leur effectif, ils ont gardé leur colonne vertébrale. L'autre chose qui m'inquiète toujours avec Rennes, c'est que toujours Rennes, c'est un peu un géant endormi. Parce que quand on voit les actionnaires qu'il y a derrière avec la famille Pinault, on se dit que le jour où eux, d'un coup, ils vont commencer à avoir les bonnes personnes en place, ils vont commencer à stabiliser leur équipe, et puis qu'il n'y aura pas, parce que forcément, la famille Pinault, ils voient leur équipe, ils voient qu'ils se ramassent, qu'ils sont à un milieu de classement et tout, bah, ça ne les motive pas aussi à remettre des ronds et à s'investir vraiment dans le club. Là, ils en ont mis des ronds. Stabiliser, mon Dieu. Là, ça serait vraiment pour nous un concurrent absolument affreux. Il y avait quoi? Il y avait Monaco aussi, c'est ça? Monaco et Nice. Alors, Nice qui est un nouveau riche, on va dire ça comme ça. Ouais. Et Monaco qui est en pleine reconstruction cette saison, mais qui a quand même un entraîneur de qualité qui est arrivé aussi. Donc pourquoi pas qu'il fasse une bonne saison aussi. Donc, voilà. Bah ouais, Niko Kovac, quoi. C'est quand même un super. Du Bayern. Voilà, qui vient du Bayern, qui va être restructuré tout ça. Ils ont un Paul Mitchell maintenant qui est donc directeur sportif. Qui est juste réputé comme étant un des meilleurs. Moi, quand je l'ai vu, je dis plus une heure de bordel ce que j'aurais voulu l'avoir à l'OM, celui-là. On était tous jaloux, je crois, quand on a vu son nom circuler. On était jaloux quand on a vu Campos être directeur sportif du LOSC aussi. Hein. C'est ça, c'est ça. Voilà. Non, ils ont un effectif pléthorique. Alors, ils n'ont pas de problème que nous. Au niveau de l'effectif, ils ont trop de joueurs, hein, de toute façon, ça c'est clair. Et puis, ils ont des joueurs. Ils ont toujours eu trop de joueurs. Ça a été un problème récurrent à Monaco. À tous les postes. Bon, après, ça va. Monaco, c'est toujours le même principe. Hein. C'est s'ils arrivent en fait à trouver une sorte de petite routine et puis que les joueurs se sentent bien et puis qu'ils peuvent se battre pour leur entraîneur, parce qu'ils ne se battent pas pour un public à Monaco. Hein. Oui, mais tu vois, l'avantage qu'il y a cette année, c'est qu'il n'y a pas de public nulle part. Donc, on a un peu à Monaco, un peu de partout. Tu vois, dans tous les stades, on a ça, c'est très vrai, ça. Donc, peut-être que ça va les aider. Ça va mettre tout le monde un peu sur le piédestal. Bon, après, juste pour finir sur Monaco, leur gros défaut pour moi, c'est quand même justement leur instabilité. Parce que autant, justement, là, on parlait de Rennes qui, eux, ils ont gardé toute leur équipe. Eux, ils ont littéralement tout changé. Hein. Donc,
Normalement, leur début de saison, ils devraient quand même perdre des points dans le lot, quoi. Mais c'est vrai qu'avec les gens qu'ils ont, ça va vite remonter après. Et puis à Nice, on les connaît bien parce que c'est les mêmes propriétaires que donc Ineos, c'est les mêmes propriétaires que le Lausanne Sport. Oui, Donc exact. il y a une ambition derrière. On voit que l'ambition est assez lente. Ils ont gardé à peu près aussi ils ont gardé aussi leur structure un peu de l'année dernière. Après, je sais pas ce que vous pensez de Vieira. Moi, j'ai des doutes à titre personnel sur ses capacités d'entraîneur à vraiment la faire aller plus haut et plus loin. Mais bon, on verra cette année. Mais j'ai quand même des doutes sur la capacité de Vieira à vraiment à faire monter d'un étage cette équipe, quoi. C'est un Ouais. peu la Et Raph, question. pour conclure, est-ce Alors, que c'est des juste équipes qui peuvent s'inquiéter? petite parenthèse un peu fantaisiste. On Vous savez, t'écoute. on est en train de créer l'OM Nation de Genève. Oui. En ce moment, pendant qu'on tourne, il y a Suisse-Ukraine. Et moi, je dirais de mettre une pièce sur Seferovic. Faudrait le recruter, ce joueur. Parce qu'il vient de mettre un but exceptionnel contre l'Ukraine. Ah ouais? Ah, on va Frappe le à regarder, je l'ai 25 pas vu. mètres. Donc, on appelle Longoria pour qu'il vienne l'acheter. Non, je rigole. C'est un bon joueur, mais plus comme Giroud. Voilà. Donc, Alors, tu vois, c'était une petite. dans notre pays d'accueil, la Suisse, il y a quand même un bon potentiel. Il y a quelques bons joueurs qui Il y a sont. il y a de bons joueurs à aller chercher en Suisse. Voilà, il y en a un à Lausanne qu'on Bah, aimerait bien aller récupérer. S'il faut, on l'amène à l'aéroport, mais un exemple tout bête, il y a quelques années, j'étais en train de regarder à l'époque quand c'était en France sur TF1, la Ligue des Champions. Je regardais un match, c'était Chelsea-Bâle, oui. où avec mon grand-père, on a vu l'explosion d'un certain Mohamed Salah Et, qui a fait 2 contres, 2 buts ou un truc dans le genre. Et on s'est dit, lui, il va arriver plus tard. Et après, il est parti à Chelsea, tout ça. Mais ensuite, voilà, quand on voit la carrière qu'il a, il y a quand même d'excellents joueurs à aller chercher en Suisse. ah Non, puis non, il y mais a c'est la clair. connexion il y a une connexion naturelle avec l'OM, avec Célestini quand même, hein, qui est quand même une grosse connexion avec l'OM naturelle. Oui. Voilà. Donc bon, Et pourquoi pas, donc, hein. du coup, pour en revenir Oui, quand même on va au truc conclure, Raph. principal, pour les concurrents, c'est Est-ce assez qu'il y a des difficile. équipes qui font Bien peur? sûr, quand on pense Olympique de Marseille, on va penser comme rival Olympique Lyonnais. Lyon est un club qui, c'est très difficile en fait de se prononcer chaque année. Ils peuvent faire, moi je dis honnêtement, même si franchement je suis vraiment pas fan de l'OM, ils peuvent faire de l'OL, ils peuvent faire premier, comme ils peuvent faire 10e, enfin ou 7e comme ils ont fait cette année. Ce qui leur manque, c'est la motivation en fait. Parce qu'on voit quand ils ont joué contre le City ou contre la Juve, quand ils sont motivés, ils ont des joueurs de grande qualité. Le centre de formation est très fourni, mais quand ils arrivent en Ligue 1, ils n'ont plus la motivation. Ils n'arrivent pas à se motiver pour les matchs et c'est pour ça qu'à chaque fois, des fois, ils perdent des matchs bêtes, tout ça. Et c'est pour ça que cette année, je pense que eux, alors ça leur met un coup de fouet en se disant putain, on n'a pas le droit de jouer une année sans Ligue des Champions ou sans Coupe d'Europe, ou sinon ça peut tout plomber. Et là, on se disait tiens, Lyon trouve une certaine stabilité. Et là, il y a Jeffrey Adélaïde qui est en train de dire ouais, en fait, finalement, je vais peut-être pas rester parce qu'il n'y a pas la Ligue des Champions. Depay aussi, si le Barça l'appelle, il va peut-être pas dire non, je préfère rester à Lyon. Donc Lyon, voilà, c'est un rival, mais on ne sait jamais sur quel pied danser avec eux. On ne sait jamais l'année qu'ils vont faire. Pourtant, ils sont soi-disant plus stables que nous, mais ils ont quand même de gros problèmes de motivation. Après, Oui, oui, bien sûr. Lille, c'est quand même assez complexe. C'est un club pour moi qui n'est pas fait pour être stable. Ils reproduisent un peu le modèle du Monaco il y a quelques années, avec on recrute de joueurs à très fort potentiel, on les revend tout de suite après 1 ou 2 ans, et là on voit où ça les a amenés, à quasiment la relégation il y a 2 ans. Cette dernière saison, ça n'a pas non plus été très flamboyant. Et le problème de Monaco, c'est que je l'ai vu encore là, ils ont recruté un attaquant, alors que leur gros problème, c'est la défense. En attaquant, ils ont Wissam Ben Yedder et ils prennent un joueur qui est du même gabarit, Kevin Volland, qui est un excellent joueur, mais qui, je trouve, n'est pas fait pour jouer dans un système à deux. C'est le même gabarit, c'est pas quelqu'un sur lequel tu peux t'appuyer. Ces deux-là sont plus des renards de surface. Et c'est là où le recrutement de Monaco, je trouve, perd un peu pied. Et vous parliez de Niko Kovac. Moi, j'ai pas de Oui. certitude sur lui. Il arrive au Bayern, on annonce une grande révolution. Il se fait limoger 3-4 mois après. C'est là où. Et puis, quand c'est. Flick qui reprend le Bayern, après, il les emmène en Ligue des Champions, tout ça, mais quand il le reprend, ils sont
troisième et puis ils ont pris 5-0 contre Mönchengladbach ou un autre club. Et Kovac, moi, j'ai pas non plus l'impression que ce soit un grand entraîneur. Alors, je crois que c'est lui qui était avec la Croatie, mais enfin, voilà, on a tous connu des entraîneurs qui ont fait une bonne épopée, et après, voilà. Et Oui, après, Garcia fait une bonne épopée chez nous, hein. voilà. Et après, on voit ce que ça a donné. Voilà, Garcia, moi, j'attends de Voilà. voir quand même cette année, parce qu'on sait que souvent, quand il fait des grandes choses, quand à Rome, il C'est fait une compliqué excellente après. première saison, l'année d'après, c'est catastrophique. Ouais. Là, à Marseille, c'est pareil. Moi, Garcia, il est bon pour venir jouer le pompier de service quand tout va mal. Mais voilà, c'est tout. Et là, on voit qu'il n'a pas le pied sur le sportif, enfin sur le recrutement. Ils se sont frités avec Juninho, mais après le match contre le Bayern. Donc c'est là où aussi on Oui, voit Lyon qui est pas Tu, stable. c'est tu deux as vu aussi ce qu'a personnalités dit. assez fortes. Ouais. Tu as Oui, vu ce qu'a vas-y, dit, Christopher. excuse-moi, tu as vu ce qu'a dit René Adélaïde aussi. C'est aussi intéressant ces propos. C'est à propos justement beaucoup de Garcia, où vraiment il remet en question son management, enfin tout ce qu'on a connu nous par cœur, à savoir qu'il n'a pas été consulté, qu'il n'y a pas de discussion entre le joueur et son entraîneur, qu'il y a des frustrations du coup qui s'accumulent. Et on se dit, bon voilà, ça c'est qu'un joueur, mais admettons que ça se fait ça sur 2-3 joueurs clés à Lyon. Et ça va de nouveau leur coûter en fait des points, tout ça à la fin. Même s'ils ont des super joueurs, je veux dire, leur milieu de terrain, c'est peut-être un des meilleurs du championnat de France, peut-être même meilleur que celui du PSG. Je veux dire, Cacré, c'est juste impressionnant. Lui, il m'a vraiment bluffé pour le coup. Hein. Donc voilà. C'est vrai qu'il y a la patte Garcia derrière et je suis curieux de savoir ce que ça va avoir comme influence en fait sur la saison, quoi. Et pour Monaco, à mon avis, ce sera surtout la deuxième partie de saison qui seront bons. C'est pour ça qu'il y a vraiment des points à prendre par rapport à eux en première partie et peut-être leur faire un trou suffisant pour que si en deuxième partie de saison, ils commencent un peu à avoir une équipe qui fonctionne, qu'on puisse aller les chercher. Lille, je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Ils sont tout le temps en train de recommencer à zéro. Pour moi, c'est pas le plus gros concurrent. C'est pour ça que je reviens toujours à mes petits Rennais, quoi. Les petits Rennais, c'est ceux qui m'inquiètent vraiment. Oui, Rennes, c'est ceux qui commencent à être le plus stables. Mais bon, après, voilà, tous les clubs ne sont pas à 100% stables. Voilà, mais ils commencent à se structurer. Et pourtant, l'année dernière, on a cru qu'ils allaient complètement se casser la gueule quand le président Parc qui était là, Olivier Létang, qui était là depuis quelques années, qui lui avait Très bon construit le président, projet Olivier Rennais. Létang. Et voilà, il est parti. On s'est dit, ils vont se casser la gueule. Tous les joueurs vont vouloir partir. Et finalement, non, les joueurs sont restés pour Julien Stéphan. Et c'est ça aussi, c'est un très bon entraîneur, un peu jeune qui risque de manquer d'expérience. Et là où on va voir, c'est la Ligue des Champions aussi. C'est comment ils vont réussir à gérer. Parce Oui, qu'on se bah oui. souvient de Lille qui avait été en Ligue des Champions, qui avait pris tôle sur tôle, qui en prenait 6 presque à tous les matchs, et qui en championnat n'arrivait plus à suivre. Parce que c'est le mercredi, tu vas, t'en prends 6. Ouais, le week-end, t'as pas envie de jouer, quoi. Tu as envie de rester chez toi, Oui, tout ça. selon Ouais, mais l'adversaire en plus que tu joues, quoi. Et puis je pense que c'est la première Ligue des Champions, si je me trompe pas, sous l'ère Pinot, c'est la première Voilà. Ligue des Donc, Champions. Voilà. Donc, ils vont devoir gérer tout ça. Les jeunes ne sont pas forcément. non, Voilà, parce non, que non. nous aussi, on a des personnes, enfin, des joueurs assez expérimentés. Gonzalez, il est peut-être pas expérimenté en Ligue des Champions, mais enfin, il a quand même pas mal de matchs. Et du coup, les jeunes, ils vont plus se cramer assez rapidement. Alors que certains vont, quand voilà, en fin de match, il y a 2-0, il y en a qui vont jouer pour mettre le troisième. Il y a des joueurs d'expérience, ils vont plus ralentir en se disant il y a match mercredi, on ralentit un petit peu. C'est là Très où je bien. trouve il faut, en fait, dans tous les clubs, il faut un mélange entre les jeunes et les joueurs d'expérience. Et c'est là où je trouve que, par exemple, Monaco n'est plus très compétitif parce que c'est un mélange, mais qui est vraiment trop extrême. Il n'y a Ouais. pas des joueurs de 27, 28 ans. C'est soit des très jeunes, 17, 18 ans, soit des très vieux comme Kamil Glik ou Subasic, voilà, qui est parti. Mais Mm. où, voilà, c'est plus, pour eux, c'est plus viable. Et surtout qu'ils jouaient dans une défense à 3 où tu es obligé de plus courir. C'était pas possible pour eux. Ok. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. On arrive à la fin de l'émission. Donc, bah, merci Raph pour toutes tes analyses, tes stats. Merci Christopher de nous avoir fait l'honneur d'être là. Merci de l'invitation, c'était très Reviens quand chouette. tu veux. On Merci. va remercier Richard qui a dû nous quitter, mais on va le remercier d'avoir été là. Avoir une pensée pour Flo, hein, Raph, qui est notre autre membre de notre team qui n'a pas pu être là ce soir. Ouais. Il sera certainement là prochainement.
Et puis, on se dit à bientôt. On se dit à bientôt pour un nouveau talk. Merci, portez-vous bien tous. Allez, salut, bye bye. Salut.